Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. L'Office national de la protection civile, ONPC, a encouragé à améliorer ses capacités opérationnelles. Elle a été équipée en matériel d'une valeur de 180 millions de francs CFA. C'est un don de l'Office international de la protection civile, un don réceptionné par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Abou Sanogo. Ce sont des compresseurs, marteaux-piqueurs, tenues de sauvetage, des lampes et des motopompes d'une valeur de 180 millions de francs CFA dont bénéficie l'Office national de la protection civile ONPC. Geste de l'Office international de la protection OIPC. Pour le donateur, le docteur Vladimir, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Office international de la protection civile OIPC vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile. Le secrétaire général de l'OIPC espère que ces matériels vont permettre de prévenir efficacement les risques tels que les catastrophes, incendies et autres écroulements. Pour Fiacre Kilifanidi, directeur général de l'ONPC, ce don va permettre d'assurer une protection plus efficace des personnes et des biens. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a au nom du gouvernement exprimé sa gratitude à l'endroit de l'OIPC. Nous sommes très heureux de recevoir, n'est-ce pas, l'Organisation internationale de protection civile qui est venue ici dans notre pays pour apporter matériel important de protection civile, n'est-ce pas, l'Organisation nationale de protection civile. Et avec ce matériel, je pense que l'Office national, avec ses partenaires que sont les sapeurs-pompiers et le SAMU, seront en mesure, n'est-ce pas, d'apporter le secours nécessaire. D'autres dons suivront à assurer l'OIPC, notamment dans le domaine de la nouvelle technologie. Ce geste a été fait en marge de la formation des offices de la protection civile des autres pays africains. Il est désormais possible de rallier la ville d'Abidjan et la région du Kabadougou. L'aéroport de la ville d'Odiéné vient d'être réhabilité. Il a reçu sur sa piste d'atterrissage un avion de ligne de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan. C'est donc parti à nouveau pour les vols réguliers à destination de la capitale du Denguélé après 20 ans d'inactivité. On en parle avec Lansine Bakayoko et Adama Kouni. Le premier battement d'aile de l'oiseau orange, blanc et vert a eu lieu ce jeudi à l'occasion d'un vol inaugural à Abidjan-Odiéné. Au pied de l'échelle de coupée, une population nombreuse et joyeuse. Le temps de voyage est désormais de 1h15, là où par la route le trajet dure 10 heures. En réinvestissant le ciel des villes de l'intérieur et principalement la cité d'Odiéné, Air Côte d'Ivoire vise au moins deux objectifs. Ces vols permettront de développer les affaires, les investissements, mais surtout également le tourisme. Effectivement, les opérateurs et l'administration touristique voient dans ce retour une aubaine pour relancer l'activité. Cette région regorge de pas mal de sites touristiques. Vous voyez la mosquée, vous voyez des sites mémorables tels que ceux de Samori Touré, de René Caillé. Sur le volet commercial, décollage réussi pour la compagnie nationale. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, la compagnie affiche une bonne santé. En 2014, elle a transporté 400 000 passagers qui ont généré un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA. Des performances qui donnent des ailes, mais il y a encore du chemin à parcourir pour voler plus haut. Aujourd'hui, le capital de Air Côte d'Ivoire est à 25 milliards. Mieux, la mission que le président nous assigne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici fin 2016, la compagnie soit totalement capitalisée à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Cette révalorisation de l'assiette va permettre de consolider l'ambition de faire d'Abidjan un hub important avec la desserte de l'Afrique en général et en particulier l'interconnexion des différentes capitales de la CEDEAO. La BAD et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, ont signé un partenariat. Il se traduit par un fonds d'assistance au secteur privé logé à la Banque africaine de développement, un fonds qui s'élève à près de 559 millions de francs CFA. Justine Seydjiki. Un appui financier de plus de 558 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD au patronat ivoirien pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce don du Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA
logés à la BAD contribuera notamment à l'identification conjointe de jeunes promoteurs porteurs de projets bancables, à l'accompagnement et au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et à la facilitation de l'accès au financement auprès des banques commerciales. Cette initiative n'est pas surprenante ou nouvelle. Au contraire, elle est au centre de notre opération et nous sommes très fiers d'accompagner la CGSI. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI, qui a fait de la création d'entreprises par les jeunes son cheval de bataille, compte soutenir un bon nombre de jeunes avec ce fonds. Depuis quelques années, il est apparu important que les Ivoiriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Et cela ne peut se faire que par des jeunes. Nous avons mis en place une commission pour les accompagner. Et cette commission avait besoin forcément d'un certain nombre d'appuis. Et nous venons de trouver auprès de la BAD cet appui qui peut nous permettre de démultiplier nos actions. Ce projet de développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire vise 200 plans d'affaires qui seront soumis à compétition par de jeunes entrepreneurs. Le Fonds d'assistance au secteur privé africain, FAPA, est un fonds thématique qui octroie des subventions pour le renforcement des capacités, le capital d'amorçage et les services de conseil afin d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la BAD. Il est soutenu par les gouvernements du Japon, d'Autriche et par la Banque africaine de développement. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance va vers les populations en vue de se faire connaître. Elle a entamé une campagne de sensibilisation. Sa première cible, les ONG et des centrales syndicales. Nous restons avec Justine Saïdjiki. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement. Ainsi, un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est mis en place depuis 2013. En vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs du secteur public et privé, ainsi que de la société civile, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec l'appui financier du Millennium Challenge Corporation, MCC, procède à la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la corruption, aux infractions assimilées après leur compilation et édition. Les premières cibles, les organisations non gouvernementales et les centrales syndicales. En tant qu'ONG, nous avons pour rôle de vulgariser les textes de loi et de sensibiliser la population sur le phénomène et dénoncer auprès des institutions étatiques créées à cet effet. Après cet atelier, nous avons peut-être les arguments nécessaires pour pouvoir nous adresser à qui de droit. Le niveau de corruption en Côte d'Ivoire l'année dernière était de 57%. Comparativement à certains pays africains, c'est un niveau moyen qui pourrait baisser au fil des années avec des actions conjuguées de lutte anticorruption selon le coordonnateur national du MCC. C'est un système qu'il faut combattre d'abord à travers la prévention. Donc ça se fait sur plusieurs années. Il y a une éducation à faire collective. Il y a également la répression, c'est-à-dire poser des actes forts. Après ce premier atelier d'information qui annonce une série d'ateliers, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance envisage une vaste campagne de vulgarisation de ces textes. Au Burkina Faso, en bref, les députés du Conseil national de transition viennent de voter une loi fixant de 1 à 5 millions de francs CFA les amendes à payer en cas de délit d'outrage, d'injure et de diffamation. Les députés du Parlement intérimaire ont examiné et adopté 3 projets de loi sur la presse burkinabé. Désormais, aucun journaliste reconnu coupable de diffamation n'ira en prison, mais en lieu et place, il paiera une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA, des amendes dénoncées par les responsables des médias qui craignent pour la survie de leurs entreprises. Au Guatemala, Otto Pérez Molina est derrière les barreaux. Quelques heures après sa démission jeudi dernier, l'ex-président guatémaltèque a été placé en détention provisoire dans une caserne militaire. Ce coup de théâtre intervient 3 jours avant les élections prévues ce dimanche 6 septembre.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. L'épidémie a causé la mort de plus de 4000 personnes sur un peu plus de 10 000 cas dans le pays. Le Libéria entame ainsi une période de haute vigilance de 90 jours. Alexis Ouedraogo. Fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation se sont écoulés après que le dernier cas confirmé par le pays a donné 2 tests négatifs. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Mais nous avons encore peur, car le pays n'est pas encore trop sûr. Le Libéria avait été déjà officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai dernier par l'OMS, mais le virus avait fait sa réapparition le 29 juin dernier. Les gens ne devraient pas rester satisfaits, car c'était la même satisfaction qui a mené à la deuxième vague de l'émergence du virus. Et les gens doivent continuer à se comporter de la même manière pour s'assurer qu'ils restent en sécurité. La capacité du Libéria à répondre efficacement à l'épidémie du virus Ebola est due à la vigilance accrue et à une réponse rapide du gouvernement et ses partenaires. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Elle a fait plus de 11 300 morts en Afrique. Si la fin de la transmission du virus Ebola a été annoncée au Libéria, ce n'est pas le cas en Sierra Leone. Dans ce pays, la sensibilisation au danger que représente ce virus se poursuit. La Sierra Leone n'est pas encore totalement libérée de la maladie. La reprise des cours se fait sous haute surveillance, nous dit Alexis Ouedraogo. Malgré le nouveau cas d'Ebola déclaré dans le nord-ouest du pays, les quelques 1 800 000 élèves de Sierra Leone ont rejoint les salles de classe cette semaine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a décidé d'accompagner le gouvernement avec du matériel, des formations pour les enseignants, des campagnes de sensibilisation en vue de réduire au maximum les risques de contagion. Une étape positive vers la fin de la crise, mais le pays doit rester vigilant. L'école et les gens ici m'ont manqué parce que quand on est à la maison, on n'apprend rien. Alors qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. L'école m'a manqué et maintenant que c'est la rentrée, je suis très contente. Les enseignants ont été instruits aux règles de base à adopter, comme la prise de température, le lavage des mains et en cas de problème, appeler la ligne Ebola. Les enfants qui ont été directement ou indirectement touchés par Ebola ont également été sensibilisés. Le jour de la rentrée, nous avons rappelé à nos élèves que le virus Ebola est toujours présent et qu'il faut donc continuer de faire les gestes que les médecins nous ont appris. On leur dit de ne pas avoir de contact physique, c'est la méthode ECP, E pour éviter, C pour contact et P pour physique, ce qui donne éviter les contacts physiques. Une localité de près d'1 millier d'habitants dans le nord du pays a été mise en quarantaine à la suite de la découverte d'un nouveau cas d'Ebola. Une femme décédée fin août ont annoncé vendredi les autorités. En bref et en images, en Centrafrique, des allégations d'abus sexuels sur une jeune fille par un soldat français ont été rendues publiques par l'ONU. Le ministère français de la Défense rassure, toute la lumière sera faite sur cette affaire. La crise des migrants divise l'Europe. Les pays de l'Europe de l'Ouest veulent instaurer des quotas obligatoires d'accueil des réfugiés dans les pays européens. Leurs voisins de l'Est s'opposent à cette volonté. Sylvie Touré. Faute de train pour l'Autriche, ces migrants ont opté pour la marche. Au nombre d'1 millier, ils comptent parcourir à pied les 175 km reliant Budapest à la frontière autrichienne. Je suis resté 10 jours dans le métro qui était fermé. Nous avons tous des billets, mais le métro est resté fermé. Je veux partir et on va tous partir ensemble. Si Dieu le veut aujourd'hui ou d'ici 3 jours, nous partirons. 3 à 4 jours, on est prêt à attendre. On ne veut pas rester ici. Il n'y a rien pour nous ici. La crise des migrants fait des vagues en Europe. Les 28 pays ont du mal à accorder leur violon. Certains, notamment la France et l'Allemagne, sont favorables à une répartition par quota.
tandis que d'autres ne veulent pas en entendre parler. La Hongrie a d'ailleurs durci sa législation en la matière, toute chose qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette crise a mis en lumière de fortes différences au sein des pays européens, au niveau des politiques, mais aussi des attitudes des différentes nations. Il y a un manque d'unité vis-à-vis de la prise en charge et de l'accueil de ces personnes. En attendant une solution européenne à la crise, les populations, notamment celles de Munich, apportent déjà des vivres et non-vivres aux migrants. Des ONG chargées de recueillir des dons disent d'ailleurs être débordées par la forte mobilisation autour des migrants. Une rencontre décisive est annoncée le 14 septembre prochain. Elle réunira les ministres de l'Intérieur qui tenteront de trouver un compromis à cette crise qui divise profondément l'Europe. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.